Marineford, partie 2, pour ceux qui voudraient suivre, on est au chapitre 555, où en était-on, quel est l'état du champ de bataille actuellement, un petit récap s'impose. Barbe Blanche et son équipage sont au milieu de la baie de Marineford, les commandants sont en train de combattre les vice-amiraux, la flotte alliée de 50 000 personnes est aux abords de l'île en face de celle de la marine. À la fin du chapitre précédent, on a l'introduction d'Oz Junior. Alors, la particularité d'Oz Junior, c'est qu'il est énorme, bien plus grand que les géants de la marine, comme vous pouvez le voir, on dirait des enfants pour lui, et il peut aussi facilement soulever les navires de guerre de la marine à main nue. Grâce à ça, il est capable de créer une ouverture et de dégager le passage devant lui, afin que les membres de la flotte alliée puissent venir à l'intérieur de la baie et aider les pirates de Barbe Blanche. L'enjeu ici, c'est que si Oz continue à tout balayer sur son chemin, il risque de faire exactement la même chose un peu plus loin et créer une ouverture sur la place de Marineford, ce qui permettra au camp de Barbe Blanche d'être juste en dessous de la plateforme d'exécution de Ace. Comment est-ce que la progression d'Oz sera arrêtée? Eh bien la réponse, c'est ce qui nous a été teasé dans le cliffhanger du chapitre précédent, les grands corsaires. Et justement, à ce moment-là, Oda nous montre quelques pirates de Barbe Blanche profitant du fait que l'attention soit focalisée sur Oz Junior pour attaquer Boa Hancock. Évidemment, il les attaque en retour et les fume, mais ce qui est intéressant, c'est que la page d'après, elle attaque aussi des soldats de la marine en expliquant qu'en fait, elle n'est du côté de personne. Elle a promis de combattre Barbe Blanche, mais en dehors de ça, rien ne lui interdit d'attaquer des marines. Elle n'a jamais dit qu'elle allait leur obéir au doigt et à l'œil. Pour elle, pirate ou marine, c'est la même chose, et comme elle nous l'a déjà dit à son introduction avec Momonga, elle déteste le gouvernement mondial. C'est là qu'on voit encore une fois le manque de loyauté des Shichibukai, car comme on le sait tout le long du manga, la plupart sont des opportunistes qui profitent de la protection que leur apporte ce statut pour faire autre chose à côté, et en réalité, ils n'ont pas de vraie loyauté au gouvernement mondial. Et en parlant de loyauté, transition parfaite, juste après, on a l'intervention de Bartholomew Kuma. Alors pour rappel, à ce stade, le Kuma qu'on a sur Marineford a perdu tout son libre arbitre juste après Sabaody, donc il obéit au doigt et à l'œil au GM, et il envoie un Ursus Shock sur Oz Junior, la même attaque qu'on l'a vu faire à Thriller Bark, et ça met Oz Junior à genoux. Alors il est dans un mauvais état, attention, mais il est quand même toujours conscient, il peut toujours bouger un minimum. Ensuite, il se prend plusieurs coups de canon et tente d'attaquer Doflamingo, même si ce dernier non seulement l'esquive, mais flotte dans les airs et atterrit en lui tranchant le pied. C'est vraiment l'aura incarnée, il est super stylé, mais lui non plus ne termine pas Oz, et d'une certaine manière Moria qui vient juste après non plus, parce que même s'il le perfore au dernier moment, on verra plusieurs chapitres après que Oz était en fait toujours en vie. Mais bref, en tout cas pour le moment, alors qu'il était extrêmement proche de la plateforme d'exécution, il tombe inerte au sol. Et ça, ça rejoint ce que je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, où en fait la condition de victoire pour les pirates de Barbe Blanche, c'est pas de gagner la guerre, tuer le camp adverse ou je sais pas quoi. Leur but avant tout, la raison pour laquelle ils sont là, c'est juste pour récupérer Ace. Et ça, c'est pas juste une question de puissance militaire, puisque Oz Junior tout seul y est presque parvenu. Il était vraiment pas loin. Mais en tout cas, mon point, c'est que en dehors de l'aspect groupe 1 contre groupe 2, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, et Oz Junior, juste un seul homme, était à deux doigts de sauver Ace. Alors un dernier mot sur Oz Junior, est-ce qu'on peut établir un niveau de puissance sur lui? En fait, c'est particulier, puisque d'un côté, le chapitre nous montre que les vice-amiraux qui se sont opposés à lui ne pouvaient pas l'arrêter, et c'est les Shichibukai qui l'ont fait. D'un autre côté, les vice-amiraux n'ont pas vraiment de niveau fixe, il y a vraiment de tout. Par exemple, chez les vice-amiraux, on a quelqu'un comme Ménard qui se fait démolir par Barto sur Dressrosa sans aucune difficulté. D'un autre côté, ce même Barto finit comme ça après avoir affronté Gladius, un subordonné random de la Doflamingo Family, duquel l'atout le plus important et partenaire de Doflamingo, et Vergo, un autre vice-amiral qui du coup est de facto bien au-dessus de Gladius. Sinon, en tant que vice-amiral, on a aussi Tsuru, une légende de la marine, émise par Oda aux côtés de Garp et Sengoku, et dans la vivre carte de Sengoku, il est dit qu'il a affronté Roger, Newgate et d'autres aux côtés de Garp, Tsuru et d'autres. Alors, ça veut pas obligatoirement dire qu'elle a leur niveau, mais si Oda juge pertinent de la mentionner aux côtés de ces mecs-là, c'est probablement pour une bonne raison. Je pense que vous serez d'accord que quand Oda dessine ça, il y a aucun monde où dans sa tête, il est en train de se dire oui, eux, les deux mecs là, les deux hommes, c'est les plus puissants de leur ère, et la meuf à côté, non, vous inquiétez pas, elle est bien plus faible, je la dessine quand même, mais elle est bien plus faible. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Sinon, un autre groupe de vice-amiraux qui est clairement à part, c'est Mumusagi et Shaton, plus connus sous les noms de Gion et Tokikake, qui ont été nominés comme candidats au poste d'amiral pendant l'ellipse. Alors encore une fois, ça veut pas dire qu'ils ont le niveau d'un amiral, mais le fait qu'ils étaient considérés pour le poste les met à part du reste de leurs collègues en termes de représentation. Et en plus, ce sont les seuls vice-amiraux qui ont le même schéma nominatif que les autres amiraux, c'est-à-dire animal du zodiaque plus couleur. Kizaru, singe jaune,
Aokiji, faisan bleu, Akainu, chien rouge, Chaton, cochon brun, Aramaki, taureau vert, Fujitora, tigre violet, Mumusagi, lapin rose. Alors, il y en a un en plus, Kuruma Tensei, le cheval noir introduit au chapitre 1054, mais il n'est pas vice-amiral. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, tout ça pour vous dire quoi? Que le niveau vice-amiral en tant que tel n'existe pas. Il varie énormément. Alors oui, Oz Junior a one-shot le vice-amiral Lacroix, mais ça ne veut pas dire qu'il fait la même chose avec tous les vice-amiraux. Donc ça ne nous aide pas vraiment pour situer son niveau exactement. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? En vrai, on a sa prime, et ça peut vous surprendre, mais la prime de Little Oz Junior, capitaine pirate et membre de la flotte alliée de Barbe Blanche, est de 550 millions de berries, au-dessus de celle de la totalité des Tobiropo, au-dessus d'Oven, au-dessus de Daifuku. Alors évidemment, je vous entends déjà dire oui, mais la prime à elle toute seule, ça veut rien dire, et en vrai, vous pouvez le penser. D'accord, on va pas vraiment partir sur un débat prime scaling ou pas. Cependant, on peut pas nier que c'est quand même un élément de représentation, et quand on rajoute à ça le fait qu'il est littéralement introduit comme un véritable atout pour le clan de Barbe Blanche qui à lui tout seul change le cours de la bataille et nécessite l'intervention de plusieurs Shishibukai dont il se prend plusieurs attaques, la plupart en sauvegarde d'ailleurs, et que Sengoku fait directement référence à lui en disant qu'il est un allié de choix pour Newgate, pour moi il est obligatoirement au niveau d'un commandant de Yonko. Maintenant attention, je ne pense pas que ce soit un Marco, je ne pense pas que ce soit un Katakuri, un Ben Beckman, un Zoro, mais si je devais donner des noms, ça ne me choquerait pas du tout qu'il soit autour du niveau de quelqu'un comme Jack au strict minimum. Perso, je pense que c'est plus aux alentours de Queen, mais soit. En tout cas, si vous qui regardez la vidéo avez un avis sur son niveau, dites-le moi en commentaire, je serais extrêmement curieux de les lire. On continue maintenant, après la chute d'Oz Junior, et on a le vice-amiral Ronce qui apparaît. Alors, je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est le mec qui était en face de Vista, Iso, etc. On sait pas comment le combat s'est déroulé, qui a combattu qui, si c'était juste un échange de coups. En tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il est là maintenant et s'apprête à attaquer Barbe Blanche par derrière. Évidemment, Newgate réagit, il bloque son attaque et le détruit en un coup. Et voilà, on va pas se mentir, on n'attendait pas moins de lui alors qu'il avait le dos tourné et il l'a humilié. Évidemment, il y a ici une utilisation du acquis de l'observation, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Ensuite, on a un échange entre le commandant de la 13e division de Barbe Blanche, le buffle d'eau Atmos, et Don Quixote do Flamingo. Alors, encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo d'introduction, dans l'équipage de Barbe Blanche, le rang n'indique pas la puissance. C'est pas parce qu'il est capitaine de la 13e division qu'il est 13 fois moins fort que Marco. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un vétéran de l'équipage de Newgate. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est avec lui, puisqu'on le voit aussi dans le flashback d'Oden, et c'est pas un adolescent à l'époque, il a déjà sa barbe et tout. Dans tous les cas, Atmos se fait parasiter sans aucune difficulté, et il commence à attaquer les hommes de sa propre division. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, le parasite de Doflamingo c'est quoi? Eh bien c'est les fils du Ito Itonomi que Doflamingo attache au personnage et qui lui permettent de les faire bouger ou de les immobiliser comme il veut. C'est quelque chose qu'on a déjà vu à ce stade à son introduction à Marijois, quand il fait s'affronter deux vice-amiraux, et il fait la même chose quand il arrive à Jaya pour engueuler Bellamy. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'en termes de portée, Dofi peut faire beaucoup plus. Il est capable de parasiter l'armée d'un pays entier, comme on l'a vu sur Dressrosa, et ça prouve encore une fois, et on le verra aussi plus tard, qu'il y a un réel manque d'implication, une réelle retenue pour la majorité des corsaires sur Marineford. Car imaginez juste un Dofi qui utilise le parasite au maximum de ses capacités, sans même utiliser son éveil ou quoi que ce soit, il pourrait faire s'entretuer l'immense majorité des pirates de Barbe Blanche, et ce serait vraiment un carnage. Alors oui, je sais que ça peut en choquer certains, parce que dans la tête de beaucoup de gens, Doflamingo c'est un YC4, il pue la merde, voilà, c'est le rival de Snack. Cependant, vous allez voir que même à Marineford, on va avancer un peu dans l'arc, le traitement de Doflamingo le place au-dessus de l'immense majorité des commandants. Bref, ensuite on a une scène où Akainu s'interpose devant un marine qui veut fuir le champ de bataille, c'est ce qu'on appelle un acte de désertion. Alors, loin de moi l'envie de défendre Akainu, parler de moralité pour un antagoniste d'un univers fictif, ça m'intéresse absolument pas, mais faut avouer que Akainu s'est montré très grand seigneur puisqu'il lui propose de revenir sur le champ de bataille, et c'est que après, quand le soldat insiste de partir, qu'il le tue. Et évidemment, ça peut choquer de notre point de vue du 21e siècle, mais dans l'histoire du monde, en temps de guerre, c'était la peine de mort pour les déserteurs. Donc bon, est-ce que c'était juste de la part d'Akainu ce qu'il a fait? Eh bien, Oda nous donne la réponse juste après, avec le très fameux speech de Doflamingo sur la justice. En gros, il nous dit que tout dépend de la perspective de chacun. Si on grandit en temps de guerre, ou si on grandit en temps de paix, ce qui est acceptable pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre, et vice versa. La moralité, ce qui est juste ou pas, est décidé
décidée par ceux qui sont au sommet. En gros, les vainqueurs écrivent l'histoire. L'histoire qu'on apprend est écrite pour glorifier et légitimiser leurs actes ou les couvrir. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, Marineford c'est important car ça va décider du futur du monde de One Piece. Si Ace survit, il était attendu de lui qu'il allait être le nouveau roi des pirates, le nouveau Joy Boy et qu'il soit à la tête d'une nouvelle ère. Si la marine l'exécute, ça symbolise la fin de la grande ère de la piraterie. Ce qui a commencé avec la mort du père finit avec la mort du fils. Qui sera perçu comme le bien, qui sera perçu comme le mal, tout dépend du résultat de cette guerre. Et c'est tout le point du chapitre qui s'appelle littéralement « La justice vaincra ». Et cette thématique de la justice qui change selon la perspective continue dans le chapitre avec Garp qui se demande ce qu'il est censé faire. Alors pour ceux qui connaissent un peu Game of Thrones, je pense que la phrase qui résume le mieux le conflit de Garp à ce moment-là, c'est ce que Aemon nous dit en saison 1. Love is the death of duty. L'amour, c'est la mort du devoir. What is honor compared to a woman's love? What is duty against the feel of a newborn son in your arms? C'est aussi une inversion très intéressante de la scène avec Akainu plus tôt. Il, lui, n'a aucun remords, aucune hésitation vis-à-vis d'un marine qui doit être mis à mort, alors que c'est quelqu'un qui sert la même institution que lui. Pendant que Garp, tout l'inverse avec un pirate, quelqu'un qu'il est censé combattre. Bref, sinon du côté de la bataille, il y a deux changements à retenir. Whitey Bay, une capitaine de la flotte alliée de Barbe Blanche, crée un deuxième trou dans le mur qui permet aux alliés de rejoindre la baie. L'autre changement, c'est Sengoku qui indique en escargophone de commencer à mettre le plan en place. Alors de quel plan il parle, on verra ça ensemble plus tard. Par contre, la fin de chapitre, le cliffhanger, c'est Luffy qui débarque avec les alliés qu'il s'est fait à Impel Down. Alors, je sais ce que vous voulez tous savoir. Ouais, Gensui, qu'est-ce que ça vaut tous ces mecs que Luffy a ramenés avec lui? Est-ce que c'est des randoms? Est-ce que le crocodile de Marineford, c'est le même crocodile qu'il y a à Alabasta? Ivankov, il est à quel niveau? Et en fait, je déteste faire ça, mais on verra ça ensemble la semaine prochaine, les gars. Donc, restez branchés, parce que ça va être très très intéressant. On va parler du Mio contre Luffy, le fameux Mio Cafon qui veut pas battre Luffy. On va parler de Don Quijote do Flamingo, le soi-disant inférieur de Cracker qui fait de Jose sa chose. Enfin, je dirais même plus, il fait de Jose sa chaise. Et on parlera du plan de Sengoku, de Square 2, de Barbe Blanche. Ça va être du très très lourd, chargé en puissance et en argument. Bref, restez branchés, likez la vidéo, abonnez-vous, on se capte très bientôt en short. Voilà, à plus.